Du 7 au 17 décembre, retrouvez vos artisans professionnels d'ici au Salon des métiers d'art du Québec. Des milliers d'objets de création uniques et éco-responsables au cœur du Palais des Congrès de Montréal. Activités pour petits et grands. Retrouvez l'art d'ici au Salon des métiers d'art du Québec. Billetterie et détails sur matière.ca. Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Julien Sylvestre, directeur général au Conseil des métiers d'art du Québec. C'est vraiment un plaisir de vous accueillir aujourd'hui en direct du Salon des métiers d'art jusqu'au 17 décembre au Palais des Congrès de Montréal. Venez découvrir plus de 200 artisans, 215 artisans, artisanes et découvrir leur travail. On est aujourd'hui avec Marc Douénard, qui est forgeron, ferronnier d'art, également président du Conseil des métiers d'art du Québec. On est aujourd'hui là pour parler de sa pratique de forge et de travail du métal. Alors, bonjour Marc. Allô, salut Julien, ça va bien? Ben oui. D'abord, peut-être une première question assez large. Donc, tu es forgeron, ferronnier d'art. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ce métier-là, quand tu l'expliques aux gens? Ouais, ben forgeron, plus largement, naturellement, c'est l'art du travail à chaud du métal. Donc, on a l'image de l'enclume, du marteau et du feu. Avec, a priori, c'est vraiment ça. Ça prendre les métaux, les mettre dans un feu, au propane, au charbon, puis ensuite modifier l'aspect, la malléabilité du métal en le battant sur une enclume ou sur diverses enclumes, différentes formes de métal. Donc, c'est vraiment une action, compression, de martellement, de torsion, toutes sortes de forces qui sont appliquées sur les métaux à chaud pour transformer la matière. Ça, c'est donc pour démystifier le terme, la forge. Mais maintenant, à partir du moment où on sait que c'est possible de faire ça, ben ça peut se décliner de plusieurs façons. On a l'image du maréchal ferrant. Donc, c'est ça. Après ça, on va avoir des familles de métiers juste pour le métier de forgeron. C'est très, très, très vaste, puis il y a des spécialisations. Moi, j'ai été formé il y a une vingtaine d'années comme maréchal ferrant, donc j'ai ferré les chevaux, mais ça vient aussi avec les outils qui doivent être fabriqués pour fabriquer des fers. Puis ultimement, si on travaille avec les chevaux dans la forêt, pour la coupe de bois notamment, ben, il y a tous les outils pour la coupe de bois, les outils pour skider, qu'on appelle ramasser le bois, donc les outils de tir, les charrettes, les slés, toutes ces... Donc, c'est une forge beaucoup plus mécanique, si on veut. Ce qui a été beaucoup utilisé au Québec, en fait, on a une grande histoire de forge mécanique au Québec, parce que après ça, on peut découler dans la taillanderie, qui sont tous les métiers où on fabrique des outils pour la taille, donc que ce soit les haches, les pics, les pioches, les pelles, les faux, donc tous ces outils-là, c'est le taillandier qui les fait avec des aciers particuliers. Et ça aussi, au Québec, on en a eu besoin beaucoup. Pour utiliser le bois, pour construire les maisons, pour fabriquer les outils pour l'agriculture notamment aussi, travailler les champs et tout ça. Les gens connaissent la coutellerie. La coutellerie, c'est vraiment spécifique au couteau. Et la ferronnerie ou la serrurerie, qui sont des fois mélangées, c'est vraiment spécifique au domaine de l'architecture. Fait que moi, je me spécialise surtout dans la ferronnerie, mais c'est un peu un mélange de tout ça, parce que je dois quand même fabriquer mes outils, je dois quand même travailler avec plusieurs sortes de métaux. Mais je me concentre surtout dans fabriquer des structures ornementales, donc avec un esthétisme travaillé en fonction du style architectural avec lequel je vais composer, donc le type de maison dans laquelle je vais installer un escalier, un portail, une grille, des balconnières, un imposte, un gazebo, une tonnelle, tout ça. Oui. Donc, c'est vraiment un métier, on entend, c'est en fait, ne serait-ce que de fabriquer des outils pour d'autres types de pratiques. C'est vraiment un métier qui est à la base d'autres métiers et en fait de la construction de nos sociétés. Donc, c'est vraiment un métier ancestral avec un rôle fondamental dans le développement de nos sociétés aussi. Oui, définitivement. Je pense que ça a toujours été le cas. On a beaucoup de
documents historiques là, qui relatent de la présence des taillandiers, des maréchaux ferrants au Québec, mettons, tout au début de la colonisation, parce que, bien entendu, on avait besoin de s'installer comme il faut. Souvent, le forgeron va être aussi au cœur d'une communauté d'artisans parce qu'il fabrique les outils pour les autres artisans aussi. Donc, les tailleurs de pierre, les ébénistes, les charpentiers, en fait, tous les même à la rigueur, les maroquiniers qui ont des outils en métal pour travailler le cuir. Donc, effectivement, s'il n'y a pas de clous et il n'y a pas de marteau, ben on ne construit pas de maison. Puis, donc, le forgeron était souvent au cœur, effectivement, des premières communautés. Puis encore aujourd'hui, dans des communautés en Afrique ou des communautés peut-être moins industrialisée que la nôtre. Le forgeron, aujourd'hui, a encore un rôle très prédominant dans la société, jusqu'à être même souvent des conseillers pour la population, parce qu'on est des gens de solution. On est des gens qui trouvons qui fabriquons des outils, qui trouvons des façons de résoudre des problématiques souvent vécues par une communauté. Tout à fait. Alors, comment on devient ferronnier d'art? Comment on devient forgeron? Comment on souhaite en faire son métier et travailler le métal toute sa vie? Malheureusement, au Québec, moi, j'ai pas eu la chance de pouvoir fréquenter une école. Hein. On a un beau programme, un programme de formation en métier d'art au Québec qui permet de se faire d'apprendre des disciplines dans les écoles, comme la joaillerie, l'ébénisterie, la lutherie, j'en passe. Moi, quand j'ai commencé, il n'y avait pas ça au Québec. Donc, j'avais l'obligation d'aller me former avec des maîtres, un peu comme le type de relation de compagnon peut avoir, donc de maître à apprenti. Il s'agissait de repérer, trouver des maîtres. Comme je vous disais, la maréchalerie, moi, il a fallu que je rencontre des maîtres maréchaux qui m'ont montré à ferrer les chevaux, à travailler le feu pour fabriquer les outils. Ça a été la même chose pour la ferronnerie. Il a fallu que j'aille en Europe. Il a fallu que je travaille avec des maîtres russes. J'ai fait des stages en Angleterre. J'ai travaillé en France. J'ai travaillé ici au Québec avec des Polonais. Donc, moi, je dirais que mon école est à cheval entre la Russie et l'Europe. Donc, c'est ça, des écoles qui datent depuis très longtemps. Mais aujourd'hui, naturellement, quand on est revenu au Québec et qu'on possédait un certain nombre de savoirs, on s'est empressé de partir une école. Puis aujourd'hui, il y a quand même les Forges de Montréal qui sont ici pas très loin dans le Vieux-Montréal, dont la mission première et unique est de transmettre le savoir-faire. Oui, tout à fait. Donc, c'est un bon élément. Le travail de la forge, comment c'est organisé dans une forge? C'est extrêmement, c'est extrêmement codé. Comment toi, quand tu te retrouves... D'abord, tu as ton atelier, tu as développé une forge. Parle-nous un peu de ce travail, une journée type dans la forge. Oui, d'abord, c'est sûr que tout le monde comprend que c'est un métier qui est physique pour différentes raisons. On donne des coups de marteau toute la journée, puis on est devant un feu très chaud. Hein. On parle de température, de forgeage. Quand je sors ma barre du feu, puis qu'elle est orange à jaune très clair, blanc, là, on parle de température autour de 1300-1400 degrés Celsius. Quand je soude au feu, on est à 1500 degrés Celsius et plus, là où l'acier est sur le bord de se liquéfier. Donc, on est donc confronté à ça. Fait qu'il y a un esprit dans un atelier de forge qui souhaite à tout prix conserver l'énergie, parce que sinon on se brûle. Donc, c'est pas... on a le stéréotype du grand costaud, etc. C'est pas nécessairement le cas. Je donne des ateliers à des adolescents. À des jeunes, oui, tout à fait. Garçons, filles, puis... c'est pas à ce point-là, mais il y a une ergonomie ou une écologie de l'énergie qui se passe dans un atelier, donc où tout doit être
à proximité. Donc, on a le feu, puis on va avoir l'enclume, on va avoir l'étau, on a souvent un tas. Donc, on souhaite toujours avoir un espèce de mouvement dans l'atelier qui est très méditatif, finalement. Donc, c'est de se mettre un peu en transe. On vient aussi à connaître... Bon, je donne des cours à des jeunes, puis j'essaie de leur expliquer. Nous, les températures, nous, on les évalue avec la couleur, mais même le son quand on frappe. Donc, c'est des fréquences, hein, tout ça, ça se passe tout dans des longueurs d'onde lumineuses, auditives. Et on vient en symbiose avec tout ça à un moment donné. Il y a comme une espèce d'état où je peux avoir plusieurs morceaux dans le feu, puis pendant que je suis en train d'en marteler un, j'ai toujours conscience de ce qui se passe dans mon feu. Puis c'est pas pour rien toutes les expressions comme « faut battre le fer quand il est chaud », c'est en forgeant qu'on apprend forgeron, et tout ça à devenir forgeron. C'est des réalités, c'est la répétition du geste fait que à la place de donner 10 coups de marteau, je vais finir par donner 3 coups de marteau, puis donc j'économise mon combustible, j'économise mon énergie, c'est mieux de donner des coups de marteau mieux placés, moins forts, parce que des fois, un coup de marteau trop fort, ça va. Donc, tout est dans l'écologie. Hein? C'est vraiment un esprit d'écologie de matière, écologie de combustible. C'est très éco-responsable en ce sens-là, mais aussi écologie de notre propre énergie. Donc, l'atelier est souvent disposé pour que ce soit très, très ergonomique. Oui, tout à fait. Si je change un tout petit peu l'angle, qui fait appel en 2023 à un forgeron? Des fois, on a l'idée que c'est un métier, un vieux métier. C'est vrai, ça vient de il y a longtemps. Mais qui fait appel à un forgeron en 2023? Mais ça, c'est étonnant, hein, parce que là, je vais parler spécifiquement du forgeron parce que, bon, c'est le plus beau métier. Mais non, reste que... quel angle je peux prendre? A priori, il y a tellement de choses qu'on peut faire dans un atelier de forgeron. Je fais, juste ma pratique à moi, j'ai beaucoup d'objets utilitaires, que ce soit couteaux, outils de foyer, serrures, lampes, luminaires, du mobilier, des grilles. C'est assez... quelqu'un a besoin de mes services, il y a toujours quelque chose que je peux fabriquer en métal qui peut les dépanner. Fait que quand je disais tantôt, on est beaucoup dans le mode de trouver des solutions. Des fois, même les gens ne savent pas exactement ce qu'ils veulent, mais avec l'expérience qu'on a, on est capable de leur proposer différents scénarios. Puis des fois, tout azimut, complètement une chose ou une autre, mais au-delà de ça, il ne faut jamais oublier que les artisans, on est à la base de tout ce qui est développement technologique aussi. Hein? Quand on commence à faire des prototypes de robots ou de machines qui vont éventuellement épargner une grosse charge de travail aux humains, ben on a affaire à consulter ceux qui, a priori, connaissent les gestes manuels pour parfaire le robot, pour s'assurer que finalement le robot fait aussi bien une tâche, souvent, que l'humain. Fait qu'on n'aura jamais un robot forgeron qui peut faire tout ce que... Mais on peut dire, ben cet outil-là, est-ce que c'est possible de fabriquer un robot qui, lui, va être capable d'en faire des quantités phénoménales, beaucoup plus vite qu'un humain? Donc, le forgeron va aider aussi les mécaniciens, le développement d'une réflexion sur une chaîne de production, notamment comment créer des objets, des outils en étapes. C'est notre quotidien. Fait que, naturellement, nous, on aime les défis, on aime les prototypes, on aime être reconfronté à un nouveau challenge au quotidien. Mais l'industrie, elle, cherche à faire une production plus massive. Donc, même dans cette réflexion-là, le forgeron, mais les artisans en général, on a un regard très pénétrant de cette situation-là aussi. Est-ce que... j'ai deux questions, je vais les poser, mais c'est deux questions séparées. D'abord, est-ce qu'il y a un métal qui est plus agréable à travailler ou avec lequel tu préfères travailler? Ça, c'est une chose. Puis ma deuxième question, est-ce que la forge au Québec, il y a une identité? Qu'est-ce que vous allez chercher quand vous regardez à l'extérieur du Québec ce qui se fait chez d'autres forgerons? Qu'est-ce que vous allez chercher? Donc, c'est deux questions séparées.
D'abord, moi, je me suis vraiment plus concentré sur les métaux ferreux. Donc, je travaille pas beaucoup l'aluminium, tout ça. Au départ, je dirais. Là. Donc, les aciers doux pour faire de la ferronnerie, mais aussi des aciers au carbone pour faire des outils. Donc, c'est vraiment le taux de carbone qui détermine éventuellement si on peut faire un outil avec l'acier ou si c'est juste un acier pour faire une structure ornementale, notamment, qui ne nécessite pas du tout qu'il y ait une teneur en carbone, parce que ça devient cassant aussi, ça peut même être nuisible à la fonction première d'une structure. Je travaille aussi beaucoup, ma conjointe est joaillière, donc on a aussi une fonderie à l'atelier, donc on travaille aussi les coulées de métaux comme l'argent, l'or, on fait nos propres alliages de bronze. Puis c'est souvent un bel ajout esthétiquement quand on fait une œuvre architecturale, d'avoir une structure en acier, mais d'avoir des composantes ornementales en bronze. C'est joli, des fleurs, ça vient agrémenter l'aspect général. Pour ce qui est des écoles et pour ce qui est je pense que tous les artisans, moi je suis d'une mentalité, même si je viens pas d'une école, que je vous expliquais tantôt, j'ai un parcours plus du type maître-apprenti. Ouais. Moi, je suis quand même d'avis que c'est important de maîtriser un bon nombre de techniques, très techniques, un peu bêtes, mais bon, c'est passionnant quand même quand on s'y intéresse, avant de se mettre à exploiter le côté plus créatif, artistique. Moi, ça a été mon processus. Okay? Je dirais que je crois qu'avant de pouvoir dessiner moi-même mes contrats et les vendre, me développer un marché, ça m'a pris facilement 7 ans d'apprendre les techniques. De répéter les gestes, de les intégrer. Répéter les gestes, comprendre, avoir la chance de travailler. Puis j'ai été chanceux parce que j'ai travaillé avec des maîtres hors pair, comme je vous expliquais tantôt, d'un peu partout dans le monde. À partir du moment où on entre dans la dimension plus créative, ben là, bien entendu, on cherche des sources d'inspiration, on cherche à se rapprocher de nos créateurs favoris. Et là, c'est immensément stimulant d'aller voir ailleurs ce qui se fait. Ça, c'est la première chose. Puis aussi, c'est quand je dis, moi, mes mentors, des fois, ils sont décédés depuis plusieurs décennies, des fois depuis quelques siècles. C'est des gens qui maîtrisaient ces techniques-là. Donc, a priori, je peux facilement regarder le travail, étudier le travail, et puis ça devient une école pour moi. Là, je me dis, oh mon Dieu, avec cette technique-là que je maîtrise, lui a été chercher tel aspect de la matière, est allé travailler des choses, puis dans ce temps-là, on fait comme, wow! Souvent, c'est époustouflant de simplicité, mais c'est justement, tout est dans la simplicité. Oui. Fait que c'est un peu ce qu'on recherche. Souvent, on est à l'aise avec qu'est-ce qu'on trouve beau, c'est souvent la simplicité. C'est quelque chose, ça a l'air simple, mais ça a l'air simple parce qu'il y a une maîtrise derrière ça. Donc, c'est d'être capable de transpirer cette maîtrise-là. Puis la maîtrise, on la retrouve pas tout au même endroit. C'est important de se promener un peu partout, puis les échanges, les partages transversaux. J'aime autant donner. Je me considère comme un apprenti, un éternel apprenti. Ouais. C'est très beau. Tu disais, ça a l'air simple, mais c'est le résultat d'un processus extrêmement complexe. Puis, c'est vraiment un mélange. Hein. Tu parlais de comment l'énergie, l'attention, le focus sur l'énergie dans la disposition des différents éléments dans l'atelier. Il y a un aspect scientifique, puis c'est peut-être ça aussi que dont je voudrais que tu nous parles. Tu donnes des formations à des jeunes en les amenant à utiliser leurs outils scientifiques pour faire de la forge. Veux-tu nous parler un peu de ça? Oui, j'adore ça. Je ne sais pas si je suis un bon pédagogue, mais une chose est sûre, c'est que je considère que le métier que je pratique a tellement de facettes que... Puis, je pense quand même que le système de l'éducation profite bien de cette approche-là plus tactile
un espèce de rapport plus direct avec la matière qui est enseignée, surtout en sciences. Moi, j'ai quand même étudié les sciences. Donc, des aspects de mathématiques, des aspects de chimie, de physique, de résistance de matériaux, tout ça. Naturellement, dans un atelier de forge, moi, je calcule continuellement la masse volumique, le déplacement de la matière pour partir de la perte de la matière au feu. Qu'est-ce qui se passe au niveau moléculaire dans mon acier quand il y a plus d'atomes de carbone ou moins d'atomes? Qu'est-ce qui arrive quand je le refroidis rapidement? Donc, tous ces aspects-là, les forces, comme j'expliquais tantôt, on est dans une économie d'énergie, de force. Comment on peut faire pour déployer beaucoup de force, mais sans que ça soit une incroyable perte d'énergie pour la personne qui pratique et tout ça. Donc, j'ai développé effectivement des formations pour les jeunes du secondaire où est-ce que j'ai un cours qui est donné donc en secondaire 1, en secondaire 2, 3, 4, 5, où il y a une évolution du concept, où on montre aux jeunes aussi à travailler en collaboration, en agence, avec des séquences de frappe, de rythme, tout ça. Puis ça crée vraiment aussi, c'est comme un peu du team building, là, qu'on appelle. Mais c'est clair que je prends directement la matière qui est enseignée au secondaire, autant au niveau de l'écologie, de la provenance du charbon, de ces trucs-là, que de ce qui se passe, comme je disais tantôt, au niveau physique ou moléculaire dans la matière. Puis ce qui est intéressant, c'est que, bon, j'ai pas l'espoir que ces jeunes-là vont tous avoir envie de devenir forgerons, mais chose est sûre, c'est qu'ils voient pas l'univers de la même façon. Ils s'en rendent pas compte. Dans ces âges-là, c'est des éponges. On leur parle de quelque chose, puis ils vont le retenir pour le restant de leur vie. Fait que sur le fait, ils se rendent pas compte de la richesse que ça leur apporte à long terme. Et pour d'autres, ben, c'est une manière d'accéder à des concepts plus abstraits, théoriques, qui leur sont enseignés à l'école, en ayant, pour la première fois, vraiment vécu, touché, compris ce qui se passe sur le tableau noir quand on leur fait des formules. Puis on les utilise, des formules, on leur montre, les professeurs sont là et tout ça, mais ça se passe, je pense, les profs disent, des fois, les jeunes viennent 2 ou 3 jours à l'atelier par année, mais dans ce 2-3 jours-là, le professeur fait un survol incroyable d'énormément de matière, puis c'est très gratifiant. Puis en plus, je touche peut-être 150 adolescents par année avec ces ateliers-là, ce qui veut dire que c'est des gens qui se promènent maintenant dans la rue puis qui comprennent des choses que 98% de la population ne voit pas du tout quand ils inspectent l'architecture notamment. Oui, tout à fait. Peut-être une question pour terminer. Quel est le type de projet quand un client vient te voir, quel est le type de projet qui va t'enthousiasmer le plus? Ben, j'aime beaucoup les défis, puis j'aime beaucoup la création, l'originalité. Donc, c'est sûr que bon, je pense que je suis à un point de ma carrière, puis ça va peut-être être une longue réponse, mais je suis à un point de ma carrière où ma clientèle est quand même plus établie. Mon atelier est quand même très bien établi aussi. Alors, je choisis autant mes clients que mes clients vont me choisir, puis je le fais parce que je crois qu'ils vont être ouverts à mon style, ma signature, ce que j'ai à leur apporter, etc. Fait que ça reste que ça se décline beaucoup dans le milieu de la ferronnerie, ça se décline beaucoup dans des escaliers, mais des escaliers, on peut en faire. Il y a d'innombrables façons de faire des escaliers. Un portail, c'est comme une toile. Un grand portail, c'est comme une toile. Oui, une sculpture. Mais j'aime pouvoir relever les défis techniques, donc qui relèvent plus de la technique dont j'expliquais tantôt, mais d'emmener un aspect créatif qui va laisser une trace
dans le temps, j'ose espérer dans l'histoire de l'art. Moi, mes œuvres vont toutes me survivre de toute façon. C'est quand on fabrique quelque chose, c'est peut-être un des aspects du métier qui me plaît, c'est que c'est des œuvres qui se donnent souvent en héritage, des outils. Donc, j'ose espérer que je laisse un petit peu ma trace dans l'histoire de l'architecture, dans l'histoire de l'art. Alors, Marc Douénard, forgeron, ferronnier d'art, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, nous démystifier un peu ce métier-là et nous transmettre cette passion-là. On est au Salon des métiers d'art du Québec jusqu'au 17 décembre au Palais des Congrès de Montréal. Venez nous rencontrer, venez rencontrer Marc, venez rencontrer les artisans qui sont tous des passionnés de leur métier, de leur matière et qui vont avoir un grand plaisir à vous les transmettre. Alors, merci, bonne journée à tous. Merci beaucoup.